Menton et Roquebrune-Cap-Martin. Aujourd'hui, ce sont deux villes françaises de la Côte d'Azur. Elles sont situées dans les Alpes-Maritimes et dans notre belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si on regarde sur la carte, seulement à quelques kilomètres, on peut voir la principauté de Monaco. On peut passer d'une ville à l'autre sans même y penser. Pendant des siècles, Menton et Roquebrune-Cap-Martin ont appartenu à la principauté de Monaco. Alors oui, ce n'est pas forcément la Provence au sens culturel, dans l'entité et la culture provençale. Mais étant donné que ces deux villes font partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que j'ai décidé aussi sur cette chaîne de parler aussi un petit peu du comté niçois en tant qu'entité sud-est, je trouvais que cette vidéo pouvait faire sens. Comment ces deux villes ont pu sortir de la principauté de Monaco, passer par l'Italie et finir française? Et pourquoi, surtout, leurs habitants de Menton et de Roquebrune ont-ils voulu, eux, quitter la principauté? Pour comprendre cette histoire, évidemment, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Au Moyen-Âge, Monaco ne ressemble évidemment pas au minuscule état que nous connaissons. Aujourd'hui, la famille Grimaldi contrôle un territoire qui fait à peine 2 km². Mais avant, les Grimaldi contrôlaient un territoire qui était beaucoup plus vaste que simplement le rocher. Parce que, en 1346, ils acquièrent ce qui s'appelait la seigneurie de Menton. Puis en 1355, c'est au tour de Roquebrune. Ces deux territoires vont rester liés à la principauté de Monaco pendant plus de 5 siècles. Et pour Monaco, Menton n'est pas une possession anodine. Parce que Menton a un microclimat. La région possède une agriculture qui est riche et diversifiée. On peut cultiver la vigne, les oliviers, les agrumes, mais aussi de nombreux autres produits méditerranéens. Et le commerce de cette agriculture fait vivre une grande partie de la population monégasque de l'époque. Si vous parlez de Menton, vous pensez évidemment à la fête du citron, et le citron de Menton, déjà à l'époque, était particulièrement réputé. Il était un produit d'exportation hyper important. Mais évidemment, à l'époque, il ne faut pas réduire l'économie locale seulement au citron. Ce qui compte, là, c'est l'ensemble de cette agriculture, les agrumes, l'huile d'olive, le vin, les fruits et les productions qui descendent des collines vers les ports et les marchés. Et c'est justement là que les relations avec Monaco vont commencer à se tendre. Car cette économie agricole, elle est soumise à la fiscalité monégasque. Et à l'époque, pas de casino, des millionnaires par centaines, on n'avait pas des gros yachts, etc. La fiscalité de Monaco était forte. Voilà, on était loin de la fiscalité de Monaco à laquelle vous pensez maintenant. Et les producteurs, les agriculteurs et les commerçants devaient payer des droits et des taxes sur leurs activités. Pour le pouvoir princier, qui était sur le rocher, ces prélèvements constituaient des ressources importantes. Alors que pour les habitants de Monaco et de Roquebrune, ils représentaient une charge qui s'alourdissait d'année en année. On pourrait, si on voulait aller un petit peu plus loin ici, appeler ceci la taxe citron. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'elle a été appelée dans l'histoire. Et ce serait peut-être un raccourci de dire que cette taxe taxait uniquement le citron. Mais je trouvais l'analogie plutôt sympathique. Et on pourrait considérer le citron de Menton comme un parfait symbole pour cette révolte, parce que Menton et Roquebrune, bien qu'ils soient collés à Monaco, sont assez éloignés du pouvoir princier. Et les habitants ont petit à petit l'impression de devoir supporter tout le poids de la fiscalité de la principauté. Alors que leur poids politique est simplement anecdotique. Arrive 1848. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de France, que s'est-il passé en France? La fin de la monarchie de Juillet. Vous imaginez Paris les 22, 23 et 24 février 1848, des barricades et le roi Louis-Philippe qui abdique. Cet événement va créer une vague dans toute l'Europe. Et Monaco ne va pas faire exception. Le 2 mars 1848, une commission provisoire est créée à Menton. Le mouvement prend évidemment une tournure hautement politique.
Il ne s'agit plus seulement ici de réclamer une baisse des impôts ou une réforme de l'administration monégasque, non, les habitants veulent désormais prendre en main leur propre destin. Et quand on dit prendre leur propre destin, à cette époque, ça veut dire se proclamer ville libre. Se proclamer ville libre, ok. Mais elles ne vont pas devenir françaises tout de suite. Et elles ne deviennent pas non plus italiennes. Parce que ce qu'il faut voir à l'époque, c'est que Monaco n'était pas enclavé dans la France. Il était enclavé dans le comté niçois. Et le comté niçois faisait partie d'un ensemble italien. L'Italie, elle non plus, n'était pas encore l'Italie que l'on connaît. C'était un ensemble de monarchies et de républiques. Et le comté niçois était rattaché au royaume de Sardaigne. C'est donc dans ce contexte que Menton et Roquebrune ne vont pas demander à se rattacher à la France, vont rester indépendantes et vont demander la protection du royaume de Sardaigne. Pendant quelques années, Menton et Roquebrune vont constituer un territoire séparé de Monaco, mais qui sera dans une situation juridique floue, parce qu'il est administré de fait par leurs propres autorités. Il est protégé par la Sardaigne, mais appartient, selon la loi, à Monaco. À cette époque, Charles Trinquat devient l'une des figures centrales de ce nouveau pouvoir, de ces cités-États libres. Et le 28 mai 1848, les Grimaldi sont déclarés officiellement déchus de leurs droits sur les deux villes. Ils sont déclarés déchus par qui? Par la commission de Menton et de Roquebrune, évidemment. À la suite de cela, il est demandé un plébiscite aux habitants de Menton et de Roquebrune qui confirme la volonté de rattacher ces deux villes au royaume de Sardaigne. Mais ce plébiscite ne règle en aucun cas le problème. Les habitants peuvent décider ce qu'ils veulent. Les autorités sardes peuvent prendre le contrôle du territoire. Mais Monaco continue de considérer Roquebrune ainsi que Menton comme faisant partie de leur possession et comme faisant partie de la principauté monégasque. On est donc, pendant à peu près une dizaine d'années, sur une situation qui est très particulière. Monaco ne contrôle plus rien, mais juridiquement, la question de leur souveraineté n'est pas tranchée. Pour le royaume de Sardaigne, on est sur une question qui est totalement annexe. Ces deux villes sont bien loin des préoccupations que eux ont actuellement. Le royaume de Sardaigne, dominé par le Piémont, cherche à unifier les différents États italiens. Il souhaite reconstituer toute la botte pour que l'on voit l'Italie plus ou moins comme elle est maintenant. Et ça va changer pas mal de choses pour l'histoire de Monaco, de Menton et de Roquebrune. Parce que les temps changent, nous sommes en 1858 et la France est redevenue un empire, gouverné par Napoléon III. Napoléon III intervient dans le processus d'unification des États italiens. En 1858, toujours, Plombières rapproche la France et le royaume de Sardaigne. Un an plus tard, en 1859, la guerre contre l'Autriche bouleverse encore un peu plus l'équilibre politique de la péninsule. Et notre bon Napoléon III y voit une opportunité. En 1860, le royaume de Sardaigne cède à Napoléon III et donc à la France une partie de son royaume. Cette partie de royaume, c'est le comté niçois ainsi que le duché de Savoie. Donc, la Savoie devient française en 1860, Nice et son comté deviennent françaises, et soudain, Menton et Roquebrune, qui n'ont toujours pas été définis comme étant sardes, comme étant italiens ou comme étant monégasques, se retrouvent au cœur d'un petit problème. Vers qui vont-ils se tourner maintenant? Parce que ça fait 12 ans désormais qu'ils sont séparés de Monaco. Depuis 1848, là nous sommes en 1860, ça fait 12 ans qu'ils sont séparés de Monaco, mais le royaume de Sardaigne vient de céder toutes les possessions qui sont autour de Menton et de Roquebrune. Il faut donc décider de leur avenir. Pour décider, Menton et Roquebrune va à nouvelle fois faire appel au plébiscite. Le plébiscite qu'ils avaient fait une première fois pour se rattacher au royaume de Sardaigne. Et là, ils vont le faire pour se rattacher à la France. Et le résultat est on ne peut plus clair. 833 voix pour, 54 contre. 2 bulletins nuls. Le choix est clair. Menton et Roquebrune veulent se rattacher à la France. Mais comme il y a une dizaine d'années, ce vote ne suffit pas, car Monaco considère toujours Menton et Roquebrune
comme ses propres territoires. Le prince se considère comme régnant encore sur Menton et sur Roquebrune. Et ce prince est le prince Charles III. Charles III va donc négocier. Et il négocie bien qu'étant dans une situation ultra difficile. Il va donc falloir trouver un accord. Et les négociations aboutissent le 2 février 1861 à Paris. Ce traité va définitivement dessiner Monaco tel que nous le connaissons aujourd'hui. Charles III renonce à perpétuité pour lui-même, mais aussi pour les successeurs de la principauté de Monaco, à ses droits sur Menton et sur Roquebrune. Mais qu'obtient-il en échange ? En échange, la France lui verse une indemnité de 4 millions de francs. Seulement 4 millions. Alors, on pourrait dire juridiquement que Monaco a vendu les deux territoires, Menton et Roquebrune, à la France. Ce serait un petit raccourci, parce que le traité, lui, ne parle pas de vente, mais parle de renonciation au droit de souveraineté. Mais dire aussi que le prince a obtenu seulement 4 millions de francs, c'est un petit peu oublier les négociations. Parce que le prince, voyant son territoire réduit, se voyant uniquement dans son enclave sur son rocher, a prévu le coup. Et qu'est-ce qu'il a prévu ? Il a négocié des engagements concernant les communications de Monaco avec la France. Ce qui signifie se rattacher au réseau de transport français. Donc, la France s'engage à créer une route qui va relier Monaco au réseau français. Ça, c'est pour tout ce qui est route. Mais la France va aussi s'engager à la réalisation d'une liaison ferroviaire qui va amener à la création de la gare de Monaco. Et ça, c'est tout sauf anodin. Parce que même si Monaco a perdu plus de 90% de son territoire, il vient d'obtenir les conditions nécessaires pour développer son avenir et faire de Monaco ce qu'il est maintenant. Et cet avenir sera différent. On ne dépendra plus de l'agriculture à Monaco. Parce que Monaco, sous le règne de Florestan, qui était le papa de Charles III, avait fait une tentative de création de casino qui s'était trouvée fort infructueuse à l'époque. Il avait dû d'ailleurs fermer le casino en suivant. Mais Charles III va essayer à nouveau. Il y aura donc le développement de Monte-Carlo, la création du casino, le chemin de fer et les routes facilitant l'accès. Cela deviendra une station balnéaire, une station de tourisme, de villégiature, et va transformer durablement Monaco. Et c'est ça la chose la plus importante dans cette histoire. C'est que Monaco a su au final, malgré une rébellion, malgré une impuissance pendant 13 années, ils ont su négocier habilement pour pouvoir transformer ce petit rocher, qui ne valait peut-être pas grand-chose à l'époque, qui n'était pas cultivable, qui dépendait des villes environnantes et des taxes des villes environnantes. Monaco a su vraiment bien négocier et a su prendre son destin en main en prenant le virage du tourisme. Si jamais tu passes dans la région, dans Monaco, tu feras attention, tu verras la frontière entre Monaco, entre Roquebrune. Tu imagineras que, il y a moins de 200 ans, ce territoire était un seul pays. Tu penseras aussi, quand tu regarderas en Menton, à ces citrons. Si tu vas à la fête du citron à Menton, tu penseras peut-être à cette taxe. Et puis, quand tu arriveras sur Monaco, que tu y arrives en train ou que tu y arrives en voiture, tu comprendras que ces routes leur ont changé la vie.